Toujours prendre la branche la plus optimiste parce que même il y a 2000 ans de ça, Hippocrate disait ça, il faut commencer par calmer, rassurer les malades, leur donner de l'espoir. Et ce n'est pas un crime de donner de l'espoir aux gens. Quand on pense qu'il y a l'espoir, il faut le faire. Voilà. Alors bonjour pour cette nouvelle vidéo sur l'hydroxychloroquine. Nous poursuivons en fait notre voyage avec cette molécule afin de parler un peu plus cette fois-ci des faits, des fictions et du battage médiatique concernant en fait cette molécule. Une évaluation critique de son efficacité a été mise en place par pas mal de scientifiques, tout en restant en fait dans un cadre en fait de pédagogie et d'information, puisqu'aujourd'hui on n'a pas encore de vrai retour sur l'efficacité ou non in vivo, donc d'un point de vue clinique, sur l'hydroxychloroquine. Alors pour reprendre ce que nous disions sur l'hydroxychloroquine, donc c'est un médicament à marge thérapeutique étroite, hautement toxique en cas de surdose. À dose égale et à propriété pharmacologique comparable, elle est cependant réputée 2 à 3 fois moins toxique que la chloroquine, donc ça c'est très important à savoir, mais avec des conséquences semblables en termes d'organes ou en fonctions physiologiques affectées. Certaines sont expliquées depuis les années 40 et d'autres encore mal comprises. Donc non toxique, donc le plaquenil a des effets secondaires tout à fait supportables, même pour les patients fragiles et âgés. Expliquent certains scientifiques de l'INSERM. Alors selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sur la base des effets secondaires de la chloroquine rapportés, comparé aux données de vente, donc il faut savoir que c'est une molécule, c'est un produit, un médicament qui est vendu en très grande quantité au niveau annuel, 3 millions, plus de 3 millions, voire 4 millions par an pour une boîte de 30 comprimés dosée à 200 mg vendue en France depuis entre le janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Les données de pharmacovigilance rapportent sur une période de 72 mois 312 cas signalés pour au moins un effet indésirable, soit environ 0,01%. Sur ces 312 cas d'effets indésirables signalés, 21, soit 6,7%, sont des effets cardiovasculaires, dont 4 d'insuffisance cardiaque, 8 cas de cardiomyopathie, 8 cas de troubles du rythme au sens large et 1 cas d'hypertension pulmonaire. 2 cas sont des décès, dont par intoxication médicamenteuse chez un sujet prenant en outre 6 psychotropes. Alors il faut savoir que le surdosage est la première cause de problèmes graves, et comme la molécule est très vite absorbée, les symptômes peuvent survenir dès les 30 minutes après ingestion. L'effet visuel et auditif, gastro-intestinal, gastro-intestinaux, cutanés, cérébraux, somnolence, céphalée et neuromusculaires, donc les convulsions, sanguins et cardiovasculaires, difficultés respiratoires, voilà les symptômes de problèmes graves quand il y a un surdosage. Alors bien malheureusement, l'hydroxychloroquine et la chloroquine ont souffert d'une grande fiction significative et d'un battage médiatique qui en a résulté pendant la pandémie du Covid-19. L'hydroxychloroquine et la chloroquine partagent le même profil de médicament, sauf que, comme on vient de le dire, l'hydroxychloroquine a une toxicité bien moindre que la chloroquine. On vous laisse aller à la rencontre de la vidéo juste précédente que nous avons faite sur l'hydroxychloroquine. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ont des propriétés lysosomotropes, donc ça c'est important, qui empêchent la conversion de l'âme toxique en hémozoïne non toxique et ont des effets immunorégulateurs et régulent à la baisse les cytokines pro-inflammatoires. C'est un médicament qui est un antipaludéen connu, référencé et efficace. Efficace pour les maladies rhumatismales, y compris pour la polyarthrite rhumatoïde et pour le lupus érythémateux disséminé. Il a une activité antivirale in vitro convaincante contre le SRAS-CoV-2, c'est ce que nous avions précisé lors de nos précédentes vidéos. Alors il a été montré que l'association hydroxychloroquine-chloroquine avec l'azithromycine peut provoquer des effets indésirables, surtout au niveau cardiovasculaire, donc attention à cette association. Alors de toutes les thérapies potentielles, la chloroquine ou l'hydroxychloroquine et l'hydroxychloroquine ont fait l'objet d'une énorme attention du public.
Alors il existe des preuves convaincantes, comme on l'a précisé lors de notre précédente vidéo, que l'hydroxychloroquine a une forte activité antivirale in vitro contre le SARS-CoV-2. Donc aussi on sait que c'est un antipaludéen reconnu. Une utilisation aveugle, sans surveillance, peut exposer le public à de graves effets indésirables du médicament. Donc attention, et surtout avec l'association médicamenteuse, attention aux interactions médicamenteuses. Et on l'a vu aussi, l'association azithromycine-hydroxychloroquine pose aussi des problèmes. Alors des tentatives intenses ont été menées pour explorer la pharmacothérapie pour la prophylaxie et le traitement de l'infection par le SARS-CoV-2 au cours de cette pandémie du Covid-19. Plusieurs médicaments ont été identifiés sur la base de leurs différents modes d'action sur le virus et des diverses voies qu'ils traversent. Alors notamment plusieurs antiviraux comme le lopinavir, ritonavir, le remdesivir, le favipiravir, 2 antipaludiques que vous connaissez maintenant, chloroquine, hydroxychloroquine, des agents immunosuppresseurs, des inhibiteurs de la TMP-RSS2. Alors, on va s'arrêter un petit instant sur le TMP-RSS2 parce qu'il faut savoir que quand on a parlé de la fusion de la protéine Spike avec justement le récepteur ACE2, avec les mécanismes dont nous avons parlé dans la précédente vidéo, tenant compte en fait des protéines d'actine, certains coronavirus sont activés par le contact avec l'extrémité justement de cette protéine, de TMP-RSS2, qui émerge des surfaces de certaines cellules. Alors c'est le cas, on a vu pour le coronavirus du SRAS de 2003 et pour le nouveau coronavirus justement, le SRAS-CoV-2. Alors on peut donc supposer que l'entrée du virus, donc on apporte une nouvelle information très intéressante aujourd'hui, que l'entrée du virus dans la cellule puisse être freinée justement par ces inhibiteurs justement de cette TMP-RSS2. Alors le virus, donc le SARS-CoV-2, utilise le récepteur, on l'a dit, protéine spike ACE2, donc SARS-CoV-2 ACE2, pour l'entrée et la sérine protéase, donc le TMP-RSS2, pour l'amorçage de la protéine S. Alors un inhibiteur de la TMP-RSS2 approuvé pour une utilisation clinique a bloqué l'entrée du virus et pourrait donc constituer une option de traitement. Alors on le voit, plus on avance en fait dans les mécanismes d'action du coronavirus avec la cellule, on voit de plus en plus de choses. Nous avons parlé en fait du cytosquelette et justement du déséquilibre morphologique du cytosquelette. Nous avons parlé du pH acide et justement de augmenter légèrement l'acidité pour bloquer l'endocytose. On parle encore maintenant de la fusion de la protéine spike via le récepteur SCE2 avec la membrane cellulaire via encore une autre protéine, justement le TMP-RSS2. Donc on voit en fait que plus on avance, plus on observe une complexité particulière avec justement ce virus. Alors il a été aussi proposé des médicaments antiparasitaires, des immunomodulateurs utilisés dans la septicémie et la lèpre. Donc on voit en fait toute une armada de médicaments ont été proposés et aujourd'hui il n'existe actuellement aucun autre médicament ou vaccin dont l'efficacité a été prouvée pour le traitement ou la prévention du Covid-19. Bien évidemment, certaines associations ont eu des effets positifs, d'autres des effets négatifs. Reste quand même à continuer à chercher et à mieux comprendre en fait les mécanismes pour espérer avoir quelque chose comme ou un vaccin ou une synergie de médicaments. Mais comme on l'a précisé aussi, on l'a déjà montré lors de notre précédente vidéo, l'approche non conventionnelle en dehors de l'Europe est une approche en fait qui est aussi utilisée et nous y consacrerons une vidéo parce que nous pouvons occulter l'approche dite alternative. Alors ce battage médiatique, bien malheureusement, a empêché beaucoup de scientifiques à suivre cette voie de l'hydroxychloroquine.
Plusieurs événements sont apparus dans toute cette controverse, principalement basés sur l'espoir que l'hydroxychloroquine pourrait être efficace contre la pandémie qui ravage le monde. Mais bien malheureusement aussi, il y a eu des patients qui ont été victimes de ce battage médiatique. Pourquoi? Parce qu'il y a des patients qui étaient atteints de lupus érythémateux disséminé et d'autres maladies auto-immunes qui suivent un traitement justement avec l'hydroxychloroquine à vie et qui ont eu du mal à s'approvisionner quotidiennement. Alors plusieurs décès ont été signalés en raison de l'auto-utilisation aussi de l'hydroxychloroquine pour prévenir l'infection à coronavirus, et donc ça on l'a vu aussi, donc entre les personnes qui suivaient un traitement à vie, des personnes qui se sont auto-médiquées. Et on a vu aussi émerger une cardiotoxicité liée aux médicaments qui en résultent. Alors on l'a vu aussi que l'association hydroxychloroquine et azithromycine provoquait en fait aussi ces effets secondaires que l'on connaît aujourd'hui. Donc attention entre justement l'efficacité réelle que doit nous être proposée par l'hydroxychloroquine et le tapage médiatique, il y a quand même un grand fossé. Et nous allons essayer aujourd'hui, dans cette vidéo, d'apporter quelques éléments d'information concernant cette molécule. Alors, la chloroquine a été découverte en 1934, pour revenir un petit peu avec l'histoire, comme médicament antipaludique qui figure sur la liste des modèles de l'OMS des médicaments essentiels en 2019. L'hydroxyquinoléine a été développée pendant la Seconde Guerre mondiale et est plus puissante que la chloroquine avec des effets secondaires moins graves. Donc ça, on l'a déjà expliqué lors de notre précédente vidéo. Je vous suggère d'y revenir pour mieux comprendre. La chloroquine est administrée sous la forme de phosphate, tandis que l'hydroxychloroquine est administrée sous la forme de sulfate. Donc étant donné les poids moléculaires différents de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine, les doses équivalentes des deux médicaments sont différentes. Les deux médicaments sont bon marché, facilement disponibles et faciles à administrer. La chloroquine et l'hydroxychloroquine sont des bases faibles et se présentent sous forme d'énantiomères, isomères R et S, comme on l'a déjà précisé. Après ingestion orale, les médicaments sont rapidement absorbés dans le tractus intestinal supérieur avec une biodisponibilité élevée et un grand volume de distribution dans le sang. Alors la demi-vie du médicament est relativement longue, 40 à 60 jours. Les deux molécules sont lysosomotropes, c'est ce que nous avons déjà précisé, et se déposent dans les vésicules acides, à savoir les lysosomes et les endosomes, et se lient à la mélanine. Alors, les deux molécules sont liées à 60% aux protéines plasmatiques, et après administration, ils sont désalkylés dans le foie via le cytochrome P450 et en métabolites actifs. La molécule mère et les métabolites actifs sont tous deux sécrétés par les reins et les fesses. Alors ça, c'était juste un petit rappel de la pharmacologie de ces des 4 aminoquinoléines que sont la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Alors la chloroquine et l'hydroxychloroquine ont toutes deux été utilisées dans le traitement et la prophylaxie du paludisme. Donc en tant qu'antipaludiques, ils ont une activité schizonticide et gamétocide marquée et agissent contre une forme asexuée du parasite du paludisme au stade de son cycle de vie dans les globules rouges. Le mécanisme d'action de ces deux molécules sont liés à leurs propriétés lysosomotropes, comme on l'a déjà précisé. Les médicaments lient l'hème et l'empêchent de s'incorporer aux cristaux. L'hème libre accumulé lise les membranes et conduit à la mort du parasite. Alors la résistance à la chloroquine est due à une diminution de l'accumulation de la chloroquine dans la vacuole alimentaire. Ces médicaments ne sont pas recommandés pour le traitement du Plasmodium falciparum en raison de sa résistance généralisée. Alors l'effet thérapeutique de l'hydroxychloroquine dans les troubles rhumatismaux est lié à l'inhibition de divers processus dans l'immunité innée et adaptative. Le médicament a un effet immunorégulateur et régule à la baisse les cytokines pro-inflammatoires, à savoir l'interleukine 1, 6, les interférons, le facteur de nécrose tumorale et les cellules B. Alors le médicament est lysosomotrope, comme on l'a déjà précisé, et s'accumule dans les lysosomes et les endosomes et augmente leur pH. Le médicament inhibe les enzymes lysosomales et inhibe la voie de l'autophagie et de l'endocytose. Encore une approche très importante
dans le cadre en fait de l'entrée virale ou des parasites dans la cellule. Alors on voit sur ce schéma les bases de l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans les maladies rhumatismales, le médicament dans les cellules de traitement antigénique, à savoir les cellules dendritiques, donc les plasmocytoïdes, les monocytes, les macrophages et les cellules B, donc interfèrent avec l'activation, donc la molécule interfère avec l'activation, la signalisation et la production de cytokines médiées par le récepteur de type TOL. Donc dans les APC tels que les cellules dendritiques, plasmocytoïdes et les cellules B, le médicament inhibe le traitement de l'antigène et la présentation de l'antigène médié par le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 et les cellules T. Donc cela empêche l'activation des cellules T, la production de molécules pro-inflammatoires et réduit la production de cytokines. Alors concernant le Covid-19, ces deux molécules ont plusieurs effets qui peuvent potentiellement prévenir l'infection du SRAS-CoV-2 et également réduire sa progression. On l'a déjà dit et on l'a dit lors de notre précédente vidéo. Les médicaments peuvent interférer avec l'entrée du virus dans les cellules. Le coronavirus détourne les récepteurs ACE2 pour son entrée dans la cellule, donc via le domaine de liaison que l'on connaît, le récepteur, donc la protéine spike et le récepteur ACE2, donc qui entraîne donc une infectivité beaucoup plus élevée, une infection beaucoup plus élevée. Les deux médicaments sont connus pour interférer dans la glycolysation de la CO2, c'est ce qu'on a dit aussi lors de notre précédente vidéo. Cela peut rendre la liaison de la protéine ACE2, protéine spike ACE2 moins efficace et empêcher l'entrée du virus dans les cellules. Donc les médicaments sont lysosomotropes, c'est ce qu'on a dit, ce sont des bases faibles, elles pénètrent dans l'organite cellulaire, à savoir les endosomes acides et les lysosomes, et augmentent leur pH, c'est ce qu'on a dit lors de précédentes vidéos, ça c'est un point central et important à connaître et à comprendre. Cela peut interférer avec l'activité virale de plusieurs manières, le processus de fusion virale dans la cellule hôte et la réplication peuvent être donc évitées. Donc on évite donc la fusion et les réplications éventuelles. Dans les cellules de traitement de l'antigène, les médicaments peuvent interférer avec le traitement de l'antigène et la présentation de l'antigène médié via le facteur d'histocompatibilité de classe 2. Alors vous le voyez sur le schéma, les sites d'action proposés de l'hydroxychloroquine dans l'infection du SRAS-CoV-2. L'organigramme montre les étapes de l'infection par le SRAS-CoV-2 chez l'hôte humain et les mécanismes ultérieurs des effets menant à des dommages aux organes cibles. Alors les sites possibles où l'hydroxychloroquine peut agir sont indiqués par les flèches en rouge. Alors pour les études in vitro du Covid-19. Alors, toutes ces études ont montré une forte activité antivirale de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus. Les auteurs pensent que l'activité antivirale était due à la propriété lysosomotrope bien connue du médicament, provoquant un pH endosomal élevé et interférant avec la fusion des cellules virales. Alors, on l'a déjà expliqué lors de notre précédente vidéo, je vous laisse le soin d'y retourner. Alors en outre, la combinaison, donc les deux molécules plutôt, chloroquine et hydroxychloroquine, les médicaments se sont avérés interférer avec l'entrée du virus en raison de l'interférence avec la glycolysation terminale de la CE2. Donc ça c'est aussi une étude in vitro, on en a déjà parlé. Alors récemment, on a pu montrer que de faibles concentrations moléculaires de chloroquine étaient très efficaces avec un indice de sélectivité élevé pour bloquer justement l'infection avec le SRAS-CoV-2 in vitro, à la fois au stade d'entrée et post-entrée de l'infection. Alors, ces médicaments ont été testés dans ces expériences in vitro, dont la ribavirine, le panciclovir, le favipiravir, le nafamostat, le ninazonaxide et le remdesivir, et bien sûr la chloroquine. Alors 2 des 7 médicaments ont montré, à savoir le remdesivir et la chloroquine, bloquaient fortement l'infection virale à faible concentration moléculaire et présentaient un indice de sélectivité élevé. Alors toujours in vitro, l'activité antivirale de la chloroquine à l'entrée et après l'entrée de l'infection suggère que les médicaments peuvent être utilisés à la fois pour la prophylaxie et pour des raisons curatives.
Alors des études qui s'opposent, certains ont considéré que l'activité de la chloroquine était beaucoup plus antivirale contre le SARS-CoV-2 que l'hydroxychloroquine, mais les études, la plupart ont montré in vitro que l'hydroxychloroquine était beaucoup plus puissante que la chloroquine dans son activité antivirale. Alors ce qu'on a pu constater aussi pour des études cliniques, c'est que, comme on l'a précisé tout à l'heure, l'enzyme TMPRSS2 à la surface des cellules, elle est nécessaire pour que le virus puisse pénétrer après endocytose via le récepteur ACE2 dans la cellule. Alors on sait que l'hydroxychloroquine agit au niveau de l'acidité, augmente l'acidité justement des lysosomes pour empêcher justement cette endocytose. La problématique, c'est que le TMPRSS2, donc cette enzyme, n'est pas contrôlée par l'acidité. Et donc l'hydroxychloroquine ne peut pas empêcher donc, le virus d'infecter les poumons, et en particulier justement les cellules du poumon, ou empêcher le virus de se répliquer. Alors c'est peut-être une des pistes qui expliquerait que le manque d'efficacité d'hydroxychloroquine dans la maladie pulmonaire est lié au Covid-19 dans les essais cliniques. Ce qui est quand même tout de même très important, c'est que cette molécule nous donne des pistes très très intéressantes de recherche quant à la façon dont on doit lutter contre l'infection virale du SARS-CoV-2. Outre le tapage médiatique et la peur qu'on a lancée de cette molécule pour les traitements, elle nous apporte quand même des éléments de réflexion très intéressants pour la recherche. Alors comme vous le voyez au moment où je fais cette vidéo, comme on l'a précisé lors de la précédente vidéo, nous étions à 328 essais cliniques au niveau mondial. Nous sommes aujourd'hui à 340 essais cliniques. Malgré ça, on a encore du mal en fait à prendre une décision à ce sujet. Donc on sait qu'une fois ces essais disponibles, c'est-à-dire aussi les résultats, ce n'est qu'alors que le rôle de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine dans l'infection par le SARS-CoV-2 pourra être défini. Donc à l'heure actuelle, on a tellement de spéculations qu'il est impossible de faire des suppositions sur le rôle de ces médicaments dans le Covid-19. On a trop de spéculations, même si on a un professeur de renom qui donne des explications claires à ce sujet. Malheureusement, le tapage médiatique n'est pas là pour laisser place en fait à la science et à la recherche pour donner des explications très soutenues à ce sujet. Alors ce qui est souvent remis en cause ou plutôt soulevé, c'est que ces deux médicaments, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, ont des interactions médicamenteuses majeures qui sont cliniquement importantes, surtout pour les maladies cardiaques et qui peuvent provoquer en fait certains décès quand ils sont mal associés avec d'autres médicaments comme l'azithromycine. On a pu constater de façon expérimentale que l'utilisation concomitante de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, comme cela a été utilisé dans certains essais français, expose les patients à un risque plus élevé de cardiotoxicité et doit être donc évité. Alors comme vous le voyez, c'est pas aussi simple. Ce n'est vraiment pas aussi simple que de dire la chloroquine, l'hydroxychloroquine, des autres antiviraux ou des antibiotiques. On voit en fait les interactions médicamenteuses extrêmement toxiques, difficiles en fait à gérer, et il n'est pas facile pour un médecin sur le feu de l'action quand il prend ses médicaments pour pouvoir traiter en fait cette flambée de cytokines ou alors des arythmies qui arrivent subitement parce qu'on a pris l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est vraiment pas simple, très difficile en fait pour un médecin de prendre des décisions, de pouvoir utiliser les combinaisons différentes d'un médicament avec un autre médicament et surtout en tenant compte des hypertoxicités qui peuvent y avoir. Donc c'est facile de dire pourquoi pas la chloroquine et l'hydroxychloroquine, pourquoi pas telle combinaison. Et il est facile aussi de dire de ne pas prendre de vaccin. Peut-être qu'aussi avec un vaccin, on aura moins de risques qu'avec justement ces combinaisons médicamenteuses. Dans tous les cas de figure,
Saluons en fait les personnes qui sont sur le feu de l'action, saluons les scientifiques qui mettent tout en œuvre pour essayer de trouver des protocoles avec le moins de toxicité et d'effets secondaires possible, tout en essayant de trouver une action préventive et curative, ou tout du moins, au moins déjà préventive. Donc ce n'est pas aussi simple de prendre des décisions quand on est en fait face à des difficultés de patients qui sont porteurs du virus en fonction en fait aussi des différents symptômes. Alors pour continuer, à mon sens, il faudrait plutôt travailler sur la prévention plus que sur la partie curative. La prévention est un point très très important, bien sûr les masques, le lavage de mains, n'oublions pas, se laver les mains. Je suis sûr que plus de 90% de la population ne se lave pas les mains pensant que le masque suffit, ou oublie de se laver les mains. Très très important le lavage de mains. Et puis n'oublions pas l'hygiène de vie, nous y consacrerons une vidéo particulière pour tout ce qui concerne l'approche dite non conventionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire non conventionnel? Ça intègre la partie éducation à la santé, l'hygiène de vie, la partie alimentation, nutrition, micronutrition, et éventuellement aussi les études que l'on voit apparaître, comme on l'a déjà précisé, dans le monde entier concernant l'approche alternative que nous avons déjà signalée, que vous voyez à l'écran, et qui représente un grand nombre d'études aujourd'hui. Nous, on hospitalise plus quand même qu'à Paris. Et donc la proportion de gens hospitalisés est plus importante parce qu'on pense qu'il faut traiter les gens le plus tôt possible. Et du coup, vous avez une proportion des gens qui passent en réanimation qui est 2 fois plus faible à Marseille qu'à Paris, et une mortalité qui est 2 fois plus faible à Marseille qu'à Paris parmi les cas diagnostiqués, hospitalisés, qui sont les chiffres que vous avez ici. Donc voilà les données que nous avons ici. Je répondrai à toutes les questions que vous voudrez me poser, parce que c'est vous qui organisez la conférence de presse, mais ne me demandez pas de prédire, je ne prédis jamais rien. Et prédire quelque chose sur une maladie nouvelle n'est jamais sérieux. C'est pas raisonnable, on ne connaît pas ce que peut devenir cette maladie, on n'en sait rien. Ce qu'il faut, c'est être armé pour répondre, et pour répondre progressivement, avec calme, avec optimisme, parce que le pessimisme tue les malades. Donc c'est ce qu'on apprend, ce qu'on apprenait en médecine. Il faut toujours prendre la branche la plus optimiste, parce que même il y a 2000 ans de ça, Hippocrate disait ça, il faut commencer par calmer, rassurer les malades, leur donner de l'espoir, et c'est pas un crime de donner de l'espoir aux gens. Quand on pense qu'il y a un espoir, il faut le faire. Voilà. Mesdames, je vous remercie de m'avoir